Bonjour à tous, nous poursuivons notre série de capsules vidéo en rapport avec le mouvement d'une particule chargée qui baigne dans un champ électrostatique E uniforme. Petit rappel, nous avions établi la situation est la suivante, je rappelle tout de même la situation. Une particule chargée qui entre dans une zone de l'espace où règne un champ électrostatique E uniforme. Cette particule entre avec une vitesse initiale V0 orientée de cette manière-là. Dans une précédente capsule vidéo, nous avions établi les coordonnées du vecteur accélération au cours du temps. Dans une telle situation, nous avions trouvé, suivant x, 0, et suivant y, nous avions trouvé moins QE sur petit m. Je rappelle très rapidement comment on avait pu obtenir les coordonnées du vecteur accélération au cours du temps. Alors, nous avions appliqué la deuxième loi de Newton, qui indique que la somme des forces extérieures appliquées à la particule est égale à la masse fois l'accélération. Donc, la seule force à prendre en compte dans ce cas-là était la force électrostatique Fe. Donc, nous avions Fe est égal à Q fois E est égal à la masse de la particule multipliée par le vecteur accélération. Ce qui nous avait donné pour le vecteur accélération Q sur M fois E. Les coordonnées du vecteur E dans le repère défini par le sujet en X c'était 0 et suivant l'axe Y c'était moins E. De ce fait, nous avions les coordonnées du vecteur accélération qui était égal à Q sur M fois les coordonnées du vecteur E, 0, moins E. Et nous retrouvons le résultat qui a été établi. Donc, Q sur M fois 0, Q sur M fois 0, et Q sur M fois moins E, donc moins QE sur petit m. Donc voici une autre manière de retrouver très rapidement ce qui avait été indiqué dans une précédente capsule vidéo. Alors, quelle est l'étape suivante? Une fois qu'on a réussi à obtenir les coordonnées du vecteur accélération, il faut obtenir les coordonnées du vecteur vitesse. Comment faire pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse? Il s'agit d'intégrer, en intégrant le vecteur accélération, on obtient les coordonnées du vecteur vitesse. Donc on obtient les coordonnées du vecteur vitesse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne V de t. Quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? La coordonnée suivant x, nous avons pour la coordonnée du vecteur vitesse suivant x, noté Vx de t, nous avons la primitive de 0, qui est une constante. Donc on va noter constante 1. Suivant l'axe y, il s'agit de bien analyser quel genre de quantité représente la coordonnée suivant l'axe OY pour le vecteur accélération. S'agit-il d'une variable ou d'une constante? Toutes les grandeurs intervenant dans cette quantité sont constantes. L'ensemble représente une constante. Et quelle est la primitive d'une constante par rapport au temps? Il s'agit de cette constante multipliée par t. Et on n'oublie pas la constante d'intégration numéro 2. Finalement, nous obtenons pour le vecteur vitesse, alors je réécris de manière un petit peu plus propre les coordonnées du vecteur vitesse. Nous avons constante 1 pour suivant l'axe OX plutôt, et suivant l'axe OY, nous avons moins QE sur M fois T plus constante 2. Alors il va s'agir dans une prochaine étape
de déterminer quelles sont les valeurs donc de ces constantes d'intégration. Alors pour trouver les valeurs des constantes d'intégration, il faut s'intéresser aux conditions initiales. Donc conditions initiales au niveau des équations horaires et conditions initiales au niveau donc de la situation physique, donc au niveau des conditions initiales précisées par le sujet. Donc au niveau des équations horaires, à t égale 0 secondes, donc comment s'écrit les coordonnées du vecteur vitesse. Donc nous avons constante 1, donc il s'agit de remplacer la variable t par 0. Donc ici, la variable t n'apparaît pas. Ici, la variable t apparaît. Donc nous avons moins QE sur n fois, donc à la date t égale à 0 fois 0, plus constante 2. Ce qui nous donne finalement pour le vecteur vitesse à la date t égale à 0 secondes au niveau des équations horaires, ce qui nous donne finalement donc constante 1. Alors on s'y attendait un petit peu, hein, on retrouve sans arrêt ce type de résultat. On obtient constante 1 et constante 2. Alors après s'être intéressé aux conditions initiales, donc au niveau des équations horaires, il faut s'intéresser aux conditions initiales, donc vis-à-vis donc de la situation de l'exercice. Alors je vous remontre un petit peu quelles étaient les conditions initiales au niveau du schéma. Donc conditions initiales portant bien évidemment sur le vecteur vitesse. Donc que dit la situation physique au niveau des conditions initiales sur le vecteur vitesse? Donc à la date t égale à 0 secondes, nous avons une particule chargée qui entre avec une vitesse v0 qui est dirigée horizontalement. Donc les coordonnées du vecteur vitesse sont donc, suivant l'axe OX, V0, plus V0 d'ailleurs, et suivant l'axe OY, la coordonnée du vecteur V0 vaut 0. Donc nous avons plus V0 et 0. Alors en confrontant ces deux expressions pour le vecteur vitesse à la date t égale à 0, on obtient constante 1 égale V0 et constante 2 égale 0. Donc c'est ce que nous allons noter ici. Donc nous avons constante 1 est égale à V0 et constante 2 est égale à 0. Donc on procède par identification. Donc, au final, nous avons V de t. Au final, nous avons V de t. Donc, en ayant exprimé les constantes d'intégration, nous avons pour V de t constante 1, c'est-à-dire V0, et la coordonnée du vecteur vitesse suivant l'axe OY, nous avons moins QE sur n fois t. Alors je mets bien en évidence la constante, plus constante 2, c'est-à-dire plus 0. Donc je vous retrouverai dans une prochaine capsule vidéo pour pouvoir exprimer donc les coordonnées du vecteur position au cours du temps. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à me retrouver pour une prochaine capsule vidéo.